Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce webinar sur la thématique comment fiabiliser ses relations d'affaires alors que le risque d'illiquidité des entreprises s'accentue. Pour en parler, nous avons aujourd'hui Alain Minel, qui est responsable du pôle expertise financière chez Elisfer. Et Alain sera interviewé avec notre modérateur du jour, Jérôme Mandrillon, qui Bonjour. est délégué général des assises des délais de paiement, mais aussi président d'honneur de la FDCC. Donc notre webinaire se déroulera en deux temps. Le premier temps avec un rappel du contexte par Jérôme Mandrillon, puis une prise de parole de Alain sur l'analyse de la résilience des entreprises. Et en deuxième partie, un cas d'étude concret, probablement sur le secteur de l'industrie, Alain, c'est le secteur de la construction. De la construction. Et enfin, en troisième partie, Alain répondra aux questions du chat relayées par Jérôme Mandrillon. Donc, n'hésitez pas tout au long de l'intervention de poser vos questions sur le chat. Et bien sûr, nous y répondrons à la fin de ce webinaire pendant les 10-15 dernières minutes. Je laisse donc la parole à Jérôme Mandrillon. Merci, bonjour à tous. On va faire un point là, au démarrage, bien sûr. Les entreprises, depuis 2 ans, traversent une série de crises sans précédent. Le Covid avec l'arrêt de l'activité, ensuite la forte reprise post-Covid entraînant une pénurie de composants diverses, la crise énergétique, et je voudrais imaginer mon propos avec 2 chiffres. Le prix du mégawattheure, par exemple, à fin août 2022, est à 1 000 €. Il était de 55 € un an plus tôt. Le prix du gaz à fin août 2022, 250 €. Il était à 50 € un an plus tôt. Enfin, la reprise de l'inflation avec la problématique pour les entreprises de pouvoir répercuter leur hausse de coûts. Alors, les pouvoirs publics ont quand même bien accompagné ces différentes crises. D'abord avec le PGE, il y a eu 650 000 PGE quand même de distribués. Le moratoire des charges fiscales et sociales sur l'année 2020 et 2021 pour 13 milliards d'euros. Et puis des aides diverses et variées, ponctuelles, soit à travers les pouvoirs publics, soit à travers les collectivités, pour accompagner les entreprises, voire les commerçants et les artisans. Enfin, grâce à ces aides diverses, il faut quand même reconnaître que les défaillances d'entreprises restent bien en dessous du niveau de 2019, même si elles repartent à la hausse depuis quelques mois. Alors, d'autre part, ce qu'il faut quand même souligner, et c'est ça qui est particulièrement important, c'est que, pour moi, les entreprises se sont adaptées très rapidement. Déjà avec la crise Covid, le télétravail, le chômage partiel, même des changements d'activité, prenons les restaurateurs avec la livraison des repas, donc une adaptation très agile. Alors aujourd'hui, malheureusement, les inquiétudes demeurent et vont même monter en 2023 pour plusieurs raisons. La première, c'est la hausse du coût de l'énergie. Jusqu'où allons-nous aller? Et pour les entreprises, notamment industrielles, voire les commerçants, prenons les boulangers, la hausse du coût de l'énergie est quelque chose d'important. Le deuxième point, c'est effectivement les difficultés de remboursement du PGE. Donc, on a mis des dispositifs en place pour accompagner les entreprises à renégocier le PGE pour passer, par exemple, de 6 à 10 ans. Le remboursement des moratoires sociaux, c'est maintenant, donc c'est parti. Par exemple, l'URSSAF Île-de-France recommence à inscrire des privilèges pour les cotisations non réglées depuis début septembre et va recommencer ses assignations en liquidation judiciaire début janvier. Donc, il faut donc être particulièrement vigilant sur l'évolution financière de ses clients et de ses fournisseurs. Mon cher Alain, dans ce contexte, est-ce que vous pouvez quand même aborder quelle réponse apporte l'évolution de l'indice de résilience d'Elisfer? Oui, tout à fait. Donc, je me permettrai de présenter l'indice de résilience. Je vous dirai pourquoi, en fait, cet indice qui a été créé pendant la crise Covid, parce que on vit aujourd'hui, on l'a vécu il y a 2 ans à peu près. On se posait exactement les mêmes questions.
C'est-à-dire qu'on craignait énormément en fait une vague de défaillance. Rappelez-vous, il y a 2 ans, quand on lisait la presse, les différentes institutions nous disaient il va y avoir 25%, 35% de défaillance en plus par rapport à 2019. 2019, on avait touché en termes de défaillance à peu près 50 000 entreprises. Et donc, on avait un dilemme en fait, parce que les sociétés d'information, donc nous, on propose bien sûr un score de probabilité de défaut qui est basé sur des algorithmes. Donc aujourd'hui, on fonctionne sur de l'intelligence artificielle. Et finalement, quand on regarde au préalable, est-ce qu'il existait déjà une crise similaire dans le passé avec un niveau de récession de 8%, de 8-9%? La réponse était finalement non. Finalement, la zone d'apprentissage n'existait pas. Il fallait créer, en fait, aujourd'hui, il fallait se tourner vers vraiment l'expertise métier. Donc, on a bien vu que les pouvoirs publics s'activaient, que les aides de l'État commençaient à tomber. Donc, on avait pris la décision, nous, de ne pas toucher, en fait, notre score. Et on a bien fait parce qu'on a vu que le niveau des défaillances sur 2021-2022 était particulièrement faible. En revanche, se posait vraiment la question quand même un peu conjoncturelle à l'époque. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand une entreprise dépose ses comptes sociaux, on va recevoir les comptes sociaux avec 5, 6, 7 mois après l'apparition. Donc il y a toujours un décalage entre le moment où vous recevez les comptes sociaux et la réalité économique. Alors c'est pas tellement grave quand vous êtes des périodes qui sont relativement finalement stables en termes de stabilité. Si vous arrivez sur des taux de croissance qui restent à entre 1 et 2%, c'est pas tellement grave. Mais sur des périodes où vous avez à la fois des progressions de 9%, des régressions de 9% de votre activité, et ensuite vous avez une courbe en U qui remonte avec une progression de 7 à 8%, ça peut poser un problème. Donc nous, on a pris on a pris cette idée de se dire il faut créer en fait un indice de résilience, bien sûr par rapport à la crise Covid, mais pas que. On va créer en fait une architecture qui repose sur 2 piliers. Un premier pilier, ça va être un pilier sectoriel, parce qu'il faut s'intéresser bien sûr au secteur d'activité et puis comment évoluent en fait ces secteurs d'activité. On n'a pas voulu travailler par, je dirais, grands secteurs d'activité. Il y en a une vingtaine. Pourquoi? Parce que si vous prenez l'exemple de la distribution automobile, c'est pas la même chose que la distribution alimentaire. Donc, on a décidé de travailler vraiment par code d'activité. Donc, on a je dirais, enlever tous les codes d'activité qui ne concourent pas aujourd'hui à l'économie de notre pays, véritablement. Les activités politiques, les activités religieuses, les activités de holding vraiment pures, et puis aussi les activités financières. Alors pourquoi pas prendre en compte les activités financières? Parce qu'on était plus sur une crise sanitaire. Donc on a regardé, on a gardé à peu près 690 codes d'activité. On a créé un référentiel qui était basé sur deux références, sur deux points. Le premier point, c'était l'évolution des défaillances. On suit maintenant d'une manière hebdomadaire. Ça ne nous a pas donné grand-chose parce qu'il n'y avait pas beaucoup de défaillances. Et puis le deuxième point, c'était surtout sur la perte d'activité. Donc est-ce qu'il y avait une perte d'activité de plus de 50% sur certains secteurs d'activité? Est-ce qu'il y avait des pertes d'activité entre 30 et 50 et est-ce qu'il y avait finalement pas trop de pertes d'activité? Ça nous a permis de catégoriser finalement des codes d'activité en 3 niveaux. Un niveau sensible, très sensible, S3, un niveau sensibilité moyenne, S2, et puis un niveau particulièrement peu sensible, le niveau S1. Ça, c'était le premier pilier. Et le deuxième pilier, c'était de se dire comment finalement évoluent aujourd'hui les entreprises. Comment sont-elles rentrées dans la crise? Est-ce qu'elles sont rentrées avec une certaine solidité? Est-ce qu'elles sont rentrées avec une certaine fragilité ou des grandes difficultés? Ça, c'était important en fait, et on avait déjà cette idée de résilience derrière. Donc, on s'était appuyé sur deux grands ratios. Le premier ratio, c'est un ratio de liquidité, ce qui s'appelle le ratio de liquidité réduite d'exploitation qu'on a créé chez Elisphère. Et le deuxième ratio, c'est un ratio conjoncturel de marge brute d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires. Alors, nous, on essaie toujours chez Elisphère d'avoir un peu c'est ça un peu cette expertise de pouvoir se dire, les ratios c'est bien, mais il faut les mesurer comment. Donc, on essaye de donner en fait des points de mesure et ensuite de déterminer des seuils.
C'est-à-dire que, grosso modo, sur cette méthodologie, hein, qui correspondait à une méthodologie dite des deux jambes, est-ce que finalement mon activité génère du cash et elle le génère finalement, elle le génère à quel niveau? Donc là, on s'est appuyé sur l'EBE, sur le chiffre d'affaires. Et pour mesurer le bon niveau de cash, on a pris ce qu'on appelle l'intensité capitalistique de l'entreprise, donc son modèle économique, parce que vous avez des secteurs à forte intensité capitalistique. Je dois investir beaucoup en fait pour générer beaucoup de chiffre d'affaires. C'est par exemple les secteurs des équipements anti-automobiles, c'est les gros industriels. Et puis vous avez des activités qui sont peu capitalistiques. Par exemple, les supermarchés, vous avez des stocks qui tournent très vite. Vous avez des paiements qui sont pratiquement au comptant. Vous avez souvent des délais fournisseurs qui sont négociés. Donc, vous avez des activités peu capitalistiques qui peuvent se satisfaire d'une marge brute d'exploitation qui représente 2% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'était le premier point. Donc après, on détermine des seuils en disant sur un secteur, par exemple, l'équipementier, c'est bien d'avoir à peu près 10 niveaux de marge. Et le deuxième point, si finalement ce ratio n'est pas bon, l'entreprise va s'appuyer sur un deuxième ratio pour voir si finalement elle est en bonne santé financière, c'est sa liquidité qui répond à la question est-ce qu'avec mon poste client, ma trésorerie, est-ce que je peux faire face à mes délais fournisseurs, mes dettes fiscales et sociales. Et donc là, on regarde finalement comment évolue ce ratio-là et s'il est supérieur ou pas à un certain niveau de seuil. Ça, c'était la deuxième architecture donc qu'on a gardée en fait, mais on a décidé de la faire évoluer. Alors pourquoi la faire évoluer? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est sur des chocs structurels qui risquent d'être peut-être beaucoup plus forts et en tout cas qui risquent de durer dans le temps un peu plus. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut qu'on réadapte notre référentiel avec ce qu'a dit Jérôme, le problème aujourd'hui du coût de l'énergie, le problème de l'inflation, la masse salariale, etc. Donc, on adapte notre référentiel. Et puis, on suit vraiment d'une façon beaucoup plus précise les défaillances. Avant, on avait un suivi, c'était un suivi par mois. Aujourd'hui, on a un suivi hebdomadaire des défaillances sur tous ces codes NAF. Ça, c'est d'un point de vue sectoriel. Et d'un point de vue financier, on s'est posé la question quand on a analysé les bilans 2020, 2021. On s'est dit quelle est finalement la figure que vont avoir ces bilans-là. Et on était agréablement surpris parce qu'on avait des ratios de liquidité qui étaient très forts. Donc logiquement, on a des ratios de liquidité qui sont à 1, légèrement supérieurs à 1. Et là, on est arrivé sur des ratios qui sont trop forts, mais anormalement trop forts, de l'ordre de 2 et de 3. Et pourquoi? Parce qu'on a l'explication avec les aides de l'État, les PGE. Quand on regarde finalement, quand on a interrogé les entreprises, en tout cas quand on visualisait la trésorerie des entreprises, elles étaient très alimentées par ces aides de l'État. Et donc la question, c'était de se dire, est-ce que cette liquidité, finalement, est-ce qu'elle va perdurer sur 2022, 2023, avec le remboursement des PGE, notamment, avec des baisses de marge. Donc une société qui a une baisse de marge, et si elle est endettée, son service de la dette, pour y faire face, elle va être obligée de puiser dans sa trésorerie. Donc on a décidé de faire évoluer notre indicateur financier. C'est ce que je vais vous montrer dans la slide suivante. Très bien. On a dans ce contexte quand même des questions sur la sectorisation. Je vais revenir un petit peu dessus parce que c'est vrai que tous les secteurs ne vont pas être forcément touchés de la même manière. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, Alain? Alors, on a des secteurs qui risquent de n'être pas touchés de la même manière, c'est certain. Et puis aussi, on a également des catégories d'entreprises. Quand on regarde par exemple le montant des PGE, ça représente 140 milliards d'euros. Sur ces PGE, finalement, on a prêté à tout le monde, mais principalement, quand on regarde la répartition, ce sont les toutes petites entreprises. Donc, les toutes petites entreprises qui vont avoir remboursé leur PGE, le montant moyen, il est de l'ordre de 50 000 euros. Donc, et on le voit très bien parce que même au niveau des dossiers, au niveau de la médiation de crédit, ça commence à grimper parce que la médiation de crédit peut être saisie sur des montants qui sont inférieurs ou égal à 50 000 euros. Donc, on voit qu'aujourd'hui, finalement, il y a de plus en plus finalement de petites sociétés qui se retournent vers la médiation de crédit et c'est très bien
pour anticiper le risque. Et dans les secteurs concernés, on a plus ces secteurs notamment de la construction et de la restauration. D'accord. Alors, on peut peut-être descendre un peu plus dans le détail. Là, on voyait les aspects méthodologiques de votre exposé. Et on peut voir maintenant peut-être un cas concret. Oui, alors juste pour rappeler avant le cas concret, de voir un peu comment ça marche, comme ça j'illustrerai après par le cas concret. Ouais. En fait, l'idée c'est vraiment de partir sur ce ratio alors c'est la slide juste avant, juste la slide avant, juste la slide avant. Voilà. C'est le premier indicateur qu'on a fait évoluer, c'est finalement c'est de qualifier le ratio de liquidité. Donc on est parti sur 4 situations. On est parti sur une première situation où on part sur un risque de liquidité qui est fort. Grosso modo, vous avez un ratio de liquidité qui peut-être représente 0,40. Donc grosso modo, je ne peux pas faire face aujourd'hui à mes dettes fiscales, mes dettes fournisseurs, par rapport à mes comptes 2020 ou 2021 surtout. Et la question, c'est de se dire, est-ce que ça risque de s'améliorer sur 2022-2023 ? Donc il y a deux choses que je vais regarder. Je vais regarder le niveau de marge. Est-ce que déjà le niveau de marge que j'avais sur 2021, est-ce qu'il était suffisant par rapport aujourd'hui à mon modèle économique? Et la deuxième chose, s'il n'est pas suffisant, est-ce que je peux retourner en fait voir mon banquier pour pouvoir me réendetter? Donc je vais regarder deux ratios, le ratio de marge et le deuxième ratio, ça va être le ratio de surface financière. C'est ce qu'on appelle également le ratio d'indépendance financière et le ratio des fonds propres par rapport au total bilan. Ensuite, je vais me poser la même question. Est-ce que je suis sur un risque de liquidité fort? Mais là, je vais pouvoir le faire évoluer parce que j'ai et ma marge et mon ratio d'autonomie financière qui est plutôt faible au niveau de l'autonomie financière. Donc là, j'ai une capacité à pouvoir me réendetter et je vais avoir une même logique sur des risques d'illiquidité faibles. Est-ce que ce risque-là va rester faible en fonction de ces deux ratios ou est-ce qu'il risque de se dégrader? Et donc, la solution, c'est ensuite de proposer un code couleur dans cet indice sur cet indicateur financier, un code rouge, un code orange ou un code vert. Ça, c'est le premier pilier. La première question qu'on va se poser sur la santé financière de l'entreprise. Le deuxième pilier, c'est la slide suivante, c'est finalement sur le sectoriel. Alors pour faire du sectoriel, et nous aussi on a appris de la crise, on a un peu musclé notre pôle expertise économique. Donc aujourd'hui, on fait de la veille bien sûr et on analyse derrière, on a des analystes dans ce pôle-là qui ne font que de l'analyse. Donc bien sûr, ils sont au courant de tout ce qui est veille réglementaire, veille presse. On a des retours clients aujourd'hui, les retours de nos analystes qui travaillent sur le terrain. On a suivi hebdomadaire des défaillances d'entreprises et puis surtout, on fait des points banques régulièrement et d'une manière mensuelle pour un peu décrypter ce qui se passe par rapport à des secteurs d'activité. Donc ces points banques sont initiés soit par nous, soit par également nos amis banquiers. Et puis ensuite, pour avoir une discussion pour savoir finalement si on va dégrader un secteur d'activité, parce qu'aujourd'hui sur un secteur d'activité qui est S2, est-ce qu'on risque de le passer en S3? Est-ce qu'on a mesuré ces effets de bord? On organise ce qu'on fait un comité d'arbitrage en interne chez nous qui réunit différentes personnes de nos équipes. Ensuite, j'ai un cas concret. On va un peu plus rentrer dans le détail de comment en fait on analyse ça. Étude de cas, c'est par rapport à une problématique aujourd'hui des hausses des prix du gaz sur certains codes d'activité. Donc là, on est sollicité par des banquiers pour faire un point mensuel. Donc, alors à notre initiative, à l'initiative de banquiers, par rapport au marché de l'énergie. Donc nous, on produit des notes de synthèse et bien sûr, on est au courant de tout ce qui se fait. Donc on va évoquer des constats réciproques sur l'explosion du prix de gaz et ensuite ses conséquences. On en tire des constats. Donc c'est un peu le constat que vous en avez tiré tout à l'heure. Hein. Donc aujourd'hui, on apporte par exemple 99% de la consommation de gaz naturel, un certain nombre de constats et puis toutes les questions en fait qu'on peut se poser. Quels sont les secteurs particulièrement touchés? Donc là, on va lister tous les effets de bord. Donc par rapport au prix du gaz, par exemple, les effets de bord, ça peut être les maraîchers, ça peut être les blanchisseries, ça peut être les papetiers, ça peut être les fabricants engrais, ça peut être également les verriers qu'on appelle MINA, mais qui sont également concernés. On va un peu lister tout ça, on va suivre un peu les conséquences. On va regarder un peu comment nous est noté ce secteur-là, et puis ces sous-secteurs derrière qui peuvent être concernés. Est-ce que c'est plutôt des secteurs qu'on avait déjà classifiés S2? Est-ce que
Ça mériterait qu'on le dégrade par rapport aux différents constats en fait qu'on a fait avec les banquiers. Ensuite, on va provoquer un comité d'arbitrage. Donc là, on va prendre des décisions là-dessus. Et puis, pour quand même informer en fait nos clients, on va publier une note de synthèse qui donc va être visible sur notre blog Hémisphère. Ouais, c'est complet. Donc ça, c'est le process qui existe aujourd'hui, permet de mettre à jour en fait notre référentiel. Et cette note de synthèse, elle est faite toutes les semaines ou tous les mois ou quel Alors est ça le dépend. rythme? En fait, on n'a pas vraiment de RIP. Donc là, vous pensez bien qu'on en publie quand même assez régulièrement avec ce qui se Ouais, passe. j'imagine. L'intérêt, c'est vraiment d'apporter quelque chose en plus. On n'est pas là pour en fait pour se répéter. C'est-à-dire que finalement, si on a déjà publié une note de synthèse, si on voit qu'il y a des éléments qui se dégradent, etc., on va accentuer ça sur notre blog. Hmm. Si les choses sont favorables, on va également l'accentuer. Hmm. Et donc, dans ce qui est important dans cette note de synthèse, on fait également, on synthétise également tout ce qu'on a pu avoir comme information au niveau de la veille réglementaire. Est-ce que les choses vont finalement évoluer favorablement ou pas? C'est-à-dire Hmm. qu'aujourd'hui, on est très sensible au prix, par exemple, de notre facture d'électricité. Mais on voit qu'il y a des divergences entre ce que payent aujourd'hui nos entreprises avec les entreprises espagnoles et portugaises qui sont sur un autre système en fait, parce que le prix du gaz chez eux est plafonné, en tout cas subventionné. La question c'est est-ce qu'on va vers cette même logique aujourd'hui? Est-ce qu'on va opter pour ce système ibérique? Et puis de l'autre côté, on voit très bien qu'effectivement l'Allemagne travaille aujourd'hui un peu seule, a lancé un plan de 200 milliards d'euros, donc 25 milliards pour les grandes entreprises. Donc on voit très bien qu'il y a un problème aujourd'hui de concurrence un peu déloyale, donc un problème de compétitivité. L'intérêt pour nous, c'est que qu'on sauvegarde quand même nos entreprises. On va voir que prochainement ça va bouger. Ça, c'est des informations aussi qu'on véhicule en fait sur notre blog Hémisphère pour pouvoir finalement apaiser et d'être peut-être un peu moins je dirais, un peu moins prudent et en tout cas moins attentif sur certaines choses. Hmm. Très bien. On va pouvoir aborder maintenant le cas précis, un cas précis pour Oui, faire très bien. Donc c'est un cas réel qu'on a pris. Donc c'est la slide suivante. Donc c'est le contexte, c'est une société qui évolue dans le domaine de la construction. C'est une petite entreprise qui emploie 5 salariés. Donc là, je dresse les éléments de contexte. Qui travaille dans notamment tous les travaux de plomberie, d'installation, de chauffage, de conditionnement d'air. Jérôme, je pense que vous avez déjà prêté attention. Regardez le montant du capital social. Il est oui. assez faible, 3 500 euros. Il faut toujours se poser la question aujourd'hui. C'est vrai que constituer une société avec 3 500 euros, c'est quand même pas grand-chose. Surtout Non. que là, en l'occurrence, c'est aussi une société de création récente. Donc, Hmm. on voit que si elle a fait des bénéfices, elle n'a pas pu en tout cas les mettre dans sa structure financière au niveau de ses capitaux propres. Donc ça, c'est les éléments de contexte. Deuxième élément de contexte, ça va être sont ces chiffres. Et donc, petite société, elle fait 1,2 million de chiffre d'affaires, c'est assez constant. Et là, on voit qu'on raisonne sur des comptes 2020. Donc, première indication, c'est qu'on n'avait pas reçu encore ces comptes 2021. Mais ça peut être le cas de pas mal d'entreprises parce qu'on continue à recevoir les comptes sociaux en septembre, octobre, novembre, etc. On en a à peu près 70%, il nous en manque à peu près 30%, mais bon, et quand on regarde finalement les comptes 2020, on voit que le chiffre d'affaires progresse bien. Bon, j'ai regardé le ratio de liquidité en fait, le ratio de liquidité de cette entreprise, il était très bon. C'est-à-dire que sur 2020, il était largement supérieur à 1. Ça veut dire grosso modo, la société pouvait faire face à ses dettes fournisseurs, ses dettes fiscales et sociales, etc. Juste un aparté, on confond souvent liquidité avec la trésorerie. Souvent, on se dit, ben, finalement, elle est liquide parce qu'elle a beaucoup de trésorerie. Là, en l'occurrence, elle a 315 000 de trésorerie, c'est vrai. Mais la trésorerie, c'est un élément de la liquidité, ça ne représente pas la liquidité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de trésorerie, et en face, si vous avez beaucoup de dettes fournisseurs et beaucoup de dettes fiscales et sociales, vous êtes complètement illiquide.
Donc ça, c'est un aparté, mais faut souvent pas confondre, en tout cas, trésorerie et liquidité. Vous pouvez avoir de la trésorerie et être illiquide. Donc là, on regarde par rapport à cette société un bon ratio de liquidité. Donc ça, je l'ai calculé et je vous le donne. En tout cas, il était supérieur à 1. Et ce que je vais regarder par rapport à ça, c'est son niveau de marge. Donc le ratio que je prends, c'est l'excédent brut d'exploitation, qui représente 9,49% du chiffre d'affaires. Donc c'est plus très bien, même s'il diminue un peu en valeur par rapport finalement à l'intensité capitalistique de cette entreprise qui est faible. Donc elle est sur une intensité qui est inférieure à 50%. Donc elle peut se satisfaire aujourd'hui, en 2020, d'un ratio d'excédent brut d'exploitation qui représente à peu près entre 2 et 5% de chiffre d'affaires, 2%. Donc là, on voit très bien qu'elle est au-dessus de ça. Elle est à 9%. La deuxième chose que je vais regarder, je vais dire, très bien, le risque d'illiquidité, il est plutôt bon. Est-ce qu'il va continuer à être bon? La marge est bonne en 2020, même s'il y a une baisse de marge, ça représente quand même 9,49%, c'est pas mal. Alors attention, parce qu'on est quand même sur la toute petite entreprise, 9,49% pour un montant qui est quand même de 120 000 euros, c'est pas pareil que 9,49% pour un montant qui représenterait 500 000 euros. Donc ça, il faut quand même le prendre en considération. La deuxième chose que je vais essayer de prévoir, c'est de se dire, est-ce que si cette société a des difficultés, est-ce qu'elle peut retourner vers son banquier et lui proposer, en tout cas, est-ce que ce dernier peut lui proposer un nouveau prêt? Donc je vais regarder finalement un ratio qui s'appelle les capitaux propres retraités ou non élargis au compte courant d'associés, qui est finalement le ratio, ce qu'on appelle d'autonomie financière. Donc je vois que les capitaux propres non élargis aujourd'hui au compte courant d'associés représentent 11%. Le bon seuil, c'est à peu près 25%. Donc on a fixé, en tout cas par rapport à 2022-2023. Et si je les retraite aujourd'hui, en incluant les comptes courants d'associés, je suis à 17%. Donc je vois que je vais avoir du mal. En tout cas, si je retourne voir mon banquier, lui dire est-ce que je peux aujourd'hui me réendetter, il va me dire bah non, parce que déjà vous êtes finalement tributaire de l'ordre de 83% de vos créanciers, que ce soit vos créanciers bancaires, soit vos fournisseurs, que ce soit l'État. Donc ça va pas être possible. Donc conséquence en fait sur notre indice de résilience, c'est la slide suivante. Alors pendant ce temps-là, je rappelle que vous pouvez bien sûr poser des questions dans le chat, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires. Alors la méthodologie maintenant. Alors donc l'indicateur sectoriel, on va classer en fait ce code DAF 4322A. Aujourd'hui, il est dans un positionnement S2, c'est-à-dire qu'on constate pas une recrudescence en tout cas des défaillances à ce niveau-là. Donc il est sur un risque sensible. On verra si on le dégrade ou pas. En tout cas, il est sur un secteur dit sensible. L'indicateur financier, en fait, aujourd'hui, quand je qualifiais ce ratio de liquidité et réduit d'exploitation, on voit bien que le risque il était faible en 2020, mais on voit très bien qu'il va se tendre en fait sur à partir de 2022 et 2023. Donc on va être sur un indicateur financier qui va définir un risque sensible, F3. Après, on travaille sur la base d'une matrice de transcodification. Donc, on associe l'indicateur financier F3 par rapport à un indicateur sectoriel S2 et on arrive sur un indice de résilience qui est orange. Et quand on regarde finalement ce qui s'est passé, parce que derrière, on a backtesté en fait aussi cette méthodologie sur plusieurs sirènes. Quand on constate ce qui s'est passé aujourd'hui sur cette entreprise-là, on voit que l'entreprise, effectivement, a eu des difficultés financières. Et là, est-ce que dans votre analyse, vous avez pu regarder s'il avait le PGE ou pas, parce que comme c'est une TPE. Alors on a un autre attribut, tout ça. Alors on n'a pas pu définir si c'était un PGE ou pas. On a une présomption quand même qu'il y a eu un PGE sur 2020, parce que quand on regarde finalement, et on peut revenir sur la slide sur les chiffres clés. Regardez l'endettement financier brut. En 2019, il n'y avait rien. Et on voit très bien qu'en 2020, il est passé à 330 000 euros. C'est un secteur qui est peu capitalistique. Ils n'ont pas besoin d'investir.
Donc, je dirais, il y a une très très forte chance que ça soit effectivement un PGE. Hmm. Il y a ça, et puis aussi, on n'a peut-être pas abordé au cours de nos échanges, mais les entreprises, pendant cette période, ont bénéficié du chômage partiel financé par l'État, en grande partie, hein. Oui, tout à fait. Donc là aussi, ça fait des économies assez significatives, hein, des économies significatives, pardon. Et toute cette analyse vous amène à quel constat? C'est-à-dire que est-ce que vous faites une analyse après qui est beaucoup plus importante, c'est-à-dire regroupée pour se dire comment évolue le secteur avec l'ensemble des analyses que vous avez dans votre portefeuille? Comment vous pouvez après comparer l'entreprise par rapport à son secteur qui lui C'est ce qu'on évolue fera, également? oui, c'est ce qu'on fera dans un deuxième temps. Ça répond aussi à aujourd'hui une demande de nos clients, c'est de se dire, c'est de qualifier au mieux leur portefeuille aujourd'hui. Hmm. Aujourd'hui, je travaille avec tant de sociétés dans des secteurs d'activité, avec plutôt de la petite entreprise. Comment évolue aujourd'hui votre indice de résilience? Quelle est la couleur en fait de cet indice? Et finalement, il est basé sur quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, l'orange, est-ce que c'est plutôt une dégradation d'indicateur sectoriel ou bien c'est une dégradation de l'indicateur financier? L'intérêt de l'indicateur financier, c'est qu'on se projette. Et ça, c'est ce qu'on reprochait un peu quand on analysait les bilans, de s'appuyer sur des indicateurs statiques. Là, ça Hmm. nous permet aussi d'avoir une projection dans le temps. On part d'un constat qui est plutôt bon ou voire mauvais, et on se pose la question, est-ce que si c'est bon, est-ce que ça va rester bon ou pas? Si c'est mauvais, est-ce que ça va rester mauvais ou pas? Et c'est en fait dans cette projection qu'il faut être régulièrement. Donc là, on parle du ratio d'autonomie financière, mais il y a d'autres ratios qui existent, comme vous parliez du PGE, Jérôme, c'est notamment aussi le remboursement de la dette. Donc c'est le service de la dette. Aujourd'hui, on connaît le service annuel de la dette sur un bilan, c'est-à-dire qu'on a des annexes aujourd'hui qui permettent de voir cette information dans l'annexe 8. Si on l'a pas, on peut faire on peut en déduire par rapport au poste emprunt et dette auprès d'établissements de crédit. Puis on va regarder finalement le montant sur ce service annuel de la dette par rapport à la marge brute d'exploitation. Est-ce que la marge brute d'exploitation permet de rembourser le service annuel de la dette? Si la réponse est non, l'entreprise va puiser dans sa trésorerie pour pouvoir rembourser. Et si elle puise dans sa trésorerie, elle va augmenter en fait son risque d'illiquidité. C'est aussi simple que ça en fait. C'est ce qui est certainement en train de se passer en tout cas pour la petite entreprise. Et est-ce que vous faites des analyses aussi micro? C'est-à-dire, on a un secteur, pendant le secteur de cette entreprise où elle se trouve, hein, dans son code NAF, vous avez des grandes entreprises, des moyennes entreprises et des petites entreprises. Donc, quelquefois, faut descendre. Est-ce qu'il ne faut pas descendre dans son environnement? C'est-à-dire là, on a vu que c'était une entreprise avec 10 salariés et de la comparer avec l'ensemble des entreprises de 10 salariés de ce secteur? Oui, oui, il faut faire des analyses comparables par taille d'entreprise, dans le secteur d'entreprise, parce que on sait que les petites entreprises auront plus de mal en fait à passer des hausses de prix que les grandes entreprises et qu'elles risquent de subir beaucoup plus. Hmm. Et qu'aujourd'hui, finalement, quand on regarde le remboursement des PGE, c'est plus les petites entreprises qui sont sollicitées. Je crois que ça représente plus de 90% aujourd'hui des PGE, c'est la petite entreprise. Hmm. Et là, On regarde les augmentations des factures électriques, hein. On prend le bouclier aujourd'hui tarifaire. Donc on va passer de 4% qui concerne aujourd'hui les petites entreprises. On va passer de 4% sur un plafond de 4% à un plafond de 15%. hmm. Donc 15% aujourd'hui contre 4% sur 2022, ça représente quand même une somme assez considérable pour nos artisans, notamment les boulangers, qui actionnent Et, l'électricité. Ouais. ouais, et donc cet indice évolue avec bien sûr l'information financière que vous récupérez, mais il évolue aussi avec enfin, disons les incidents que vous pouvez enfin, collecter tout au cours de la vie de l'entreprise. Par exemple, Oui, oui, inspection bien de sûr, privilèges, bien sûr, bien il sûr. n'est pas statique, c'est ce que je veux Il n'est dire. pas statique et c'est l'intérêt en fait de cet indice, c'est de pouvoir le surveiller parce qu'il peut y avoir des dispositions en fait aujourd'hui réglementaires qui peuvent favoriser des secteurs d'activité, moins pour certains plus que d'autres. Donc c'est évident qu'il faut la faire vivre. Puis c'est ce que je disais, hein, il y a une architecture derrière. Donc en fait, nous on s'appuie vraiment sur ces deux gros piliers et ensuite en fonction des différents chocs structurels qu'on peut avoir,
on fait évoluer nos différents référentiels et on se pose toujours en fait la question. Ça, je trouve que c'est ce qu'on a un peu appris de la crise. On est à l'écoute de nos clients et surtout essayer de trouver en fait souvent des attributs à nos scores. Plus sur, je dirais qu'ils sont pas, je dirais pas statiques, mais je pense qu'en période de crise, il faut toujours s'appuyer sur un peu d'expertise. Donc après, ça peut concourir un peu derrière à nos scores, parce que dans nos scores, on insère en fait de l'expertise métier. Mais la première étape qu'il faut se poser, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est s'appuyer sur des expertises. Donc dans des sociétés comme les nôtres, il faut des experts il faut différents pôles, il faut muscler les pôles qui sont les pôles économiques. Et puis il faut des expertises également en matière financière. Alors j'ai une question pour rendre notre score plus dynamique. Est-ce que vous récupérez les balances âgées de fournisseurs? La réponse est oui. La réponse est oui. On récupère des balances âgées des fournisseurs. Donc on a notre score qui aujourd'hui n'intègre pas encore les comportements de paiement. Donc on intègre les comportements payants dans le score une fois que en cas de difficulté avérée, c'est-à-dire que quand il y a des problématiques de recouvrement créances, des problématiques d'impayés, quand il y a des privilèges, bien sûr, toutes ces informations sont intégrées dans notre score. Aujourd'hui, le comportement de paiement, on le signale. Donc, en fait, on a des indicateurs pour voir que cette société elle doit payer logiquement à 35 jours. Et on voit qu'on constate sur cette entreprise des délais qui dérapent, qui représentent 50, 60 jours. Donc, on donne l'information aujourd'hui. Donc, c'est un attribut qui est à part de notre score, qu'on fait vivre à part. Mais ça permet de donner un indicateur dynamique à nos clients. Une autre question, avec votre expertise, Alain, quels sont pour vous aujourd'hui, dans l'environnement que nous sommes, les secteurs les plus exposés aux risques que l'on a cités? Ça va être, je pense que les secteurs, c'est souvent les mêmes qu'on trouve, les secteurs qui restent très sinistrogènes. Ça va être le secteur, tous les secteurs de la construction. Ça va être la restauration et puis également ça va être tout le secteur du détail aujourd'hui. Donc le détail, ça va englober bien sûr le textile, ça va englober le secteur de la chaussure, etc. On a déjà eu des sociétés qui intégraient précédemment le groupe Vivarté qui se sont retrouvés en difficulté. Donc tout le secteur du détail parce qu'effectivement il y aura moins de consommation au niveau des ménages. Donc, Et l'autre point, c'est une fois qu'on a mis ça, je crois que vous avez aussi une approche qui est assez participative parce que vous travaillez avec vos clients et eux-mêmes peuvent vous amener de l'information ou des conseils pour faire évoluer votre score ou peut-être faire un score dédié à un client. Je crois que vous êtes très avancé aussi là-dessus, non? Oui, on fait des scores aujourd'hui, des scores sur mesure. Ouais. Parce que chaque client est différent finalement et chaque portefeuille de ce client peut être différent. Et puis chaque client peut avoir également une approche différente de ses risques. C'est important aussi de pouvoir l'écouter. Et certains clients ont une approche beaucoup plus prudentielle du risque, ou d'autres. Donc par rapport à ça, on a créé ce qu'on appelle un score modulable, c'est-à-dire que ça va être le client finalement qui va adapter ses propres ratios, c'est-à-dire qui va dire moi, si je travaille avec cette société, pourquoi pas, mais il faut que sur tel et tel ratio, finalement, il laisse ce montant-là. On travaille un peu comme les banquiers, finalement. Les banquiers, sur les prêts, ils posent ce qu'on appelle des covenants. Les covenants ne seront pas respectés, ça veut dire qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes et ils risquent de ne pas être remboursés. Et donc, on a en fait ça, on donne la possibilité, finalement, à nos clients de construire un score modulable qui englobe finalement à la fois un score financier, mais également un score groupe, un score sectoriel, et pourquoi pas demain également un score RSE. Donc voilà. Et en fonction de ça, ça englobe finalement, vous avez une vision d'un score. Vous pouvez avoir un score sur 100 et vous pouvez faire vos propres modérations. Vous avez des clients qui nous disent, le financier pour moi c'est important, mais ça doit représenter que 30% de notre score global. L'extra-financier prend de plus en plus d'importance. Dans l'extra-financier, on va retrouver
pas mal d'informations. On va retrouver l'information aussi sur les paiements, les comportements de paiement. On va retrouver sur les RSE donc le client va ajuster finalement par rapport à ça et va construire son propre score. Ça, c'est intéressant parce que nous, on est aussi je dirais, on est des généralistes. On peut pas, en toute humilité, on peut pas rentrer à fond dans tous les secteurs. Et souvent, ce sont des clients qui nous donnent l'information. Moi, je discutais souvent avec un client qui travaille dans le bâtiment et il m'avait dit vous êtes un peu dur sur ce ratio d'autonomie financière parce que dans le bâtiment, des ratios d'autonomie financière supérieurs à 20%, il n'y en a pas beaucoup, etc. Donc, il y a des problématiques propres à chaque secteur d'activité. Dans chaque secteur d'activité, comme vous le disiez Jérôme, il y a des entreprises et les entreprises ont su se réinventer. Et donc, il y a des modèles économiques qui ont changé. Donc, il faut être aujourd'hui au plus près des acteurs. C'est pour ça que dans la période que l'on vit aujourd'hui, il faut vraiment partager l'information. On ne s'en sortira que si on partage l'information. Donc, nous, on peut apporter toute notre partie un peu expert, que ce soit par rapport à des attributs comme ça. On a également une équipe de data scientists. Et puis, nos clients nous font remonter également leurs propres informations, mais aussi la vraie vie, en fait, qu'ils vivent au quotidien. C'est ce partage, en fait, d'informations qui est aujourd'hui très intéressant et qui nous fait, nous aussi, évoluer, bien sûr. Peut-être une dernière question. On a un enjeu important maintenant, alors déjà avec la compliance, hein, donc c'est déjà un enjeu pour les entreprises qui est important, mais surtout arrive le 1er juillet 2024 la facturation électronique. Donc, il faut absolument qualifier encore mieux ces fichiers qu'avant, non? Oui, c'est vrai que aujourd'hui, c'est vraiment pas la préoccupation des entreprises. Ouais. La facturation, et aujourd'hui, on n'est pas du tout prêt à ça. Sur la petite entreprise. C'est pas prioritaire, même si l'échéance est courte. C'est vrai que ça aura un impact, ça devrait avoir un impact très positif sur les délais de paiement. Mais après, c'est toute la mise en œuvre que ça va induire derrière avec certainement des surcoûts supplémentaires. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ne sont pas prêtes, justement à budgéter ce surcoût, sur les prochaines années. Et par contre, est-ce que ça va vous obliger aussi peut-être d'adapter vos informations transmises? C'est-à-dire, par exemple, on va demander maintenant le numéro de sirène et le numéro de TVA automatiquement pour les entreprises françaises, etc. Donc, et avec un certain nombre d'autres informations. Et vous travaillez déjà sur le sujet ou pour adapter vos produits en fonction de la publication? Bien sûr, on a des réflexions, oui, sur. Voilà. Pas au courant de toutes les réflexions, mais je sais qu'il y en a en tout cas. D'accord. Écoutez, on arrive à la fin de cet échange. Merci. Peut-être un mot, Thierry? Merci à vous deux, messieurs, et merci bien sûr à tous les participants qui ont suivi cet échange. Je rappelle juste que ce webinaire sera disponible en replay sur les sites internet d'Options Finance et d'Héliosphère. Donc vous aurez tout le loisir de réécouter les échanges que nous avons tenus aujourd'hui sur la thématique lutter, enfin en tout cas prévenir le risque d'illiquidité, Alain, le risque d'illiquidité des entreprises. Merci à tous. Merci. Et à toutes. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.